Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h à minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons dans l'Allier, en région bourbonnaise, à côté d'un hameau nommé Glozelle. Il existe un site archéologique pour le moins étonnant. Ce site a été découvert en 1924 et depuis cette époque, la polémique fait rage à propos de ce site tout à fait étonnant et qui soulève des questions vraiment de l'ordre du paranormal, si je puis m'exprimer ainsi. Pour faire le tour de ce site et de cette histoire si contestée, j'ai ce soir avec moi deux invités que vous connaissez bien car ils sont venus nous rendre visite dans cette émission à des titres différents, Patrick Férine et Jacques Gossard. Jacques Gossard, bonsoir. Bonsoir. Patrick Férine, bonsoir. Patrick Férine, est-ce que nous l'avons? Allô? Patrick Férine, on va le récupérer dans quelques instants. Jacques Gossard, vous êtes toujours là, vous, en revanche. Oui, je suis là, oui. Bon, très bien. Donc, Patrick Férine et Jacques Gossard sont tous deux membres du comité directeur de la revue Cadat, dont on vous a parlé souvent ici dans Les Aventuriers de l'étrange, une revue belge consacrée aux civilisations disparues. Je vous donne tout de suite un site internet pour pouvoir vous abonner à cette revue, en savoir un petit peu plus si vous êtes un passionné d'archéologie fantastique, mystérieuse. Le site donc c'est cadat.be, Cadat ça s'écrit K-A-D-A-T-H.be. Vous le savez, cette émission c'est la vôtre, vous pouvez l'enrichir avec vos questions, vos commentaires, vos remarques évidemment. Notre standard et Morad sont à votre disposition, vous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300, ou vous pouvez également intervenir directement par SMS. Ils arrivent sur l'écran que j'ai juste sous les yeux. Alors, pour les SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question, ou encore vous nous envoyez votre numéro de téléphone si vous voulez intervenir directement à l'antenne, et vous envoyez le tout au 71 200. Patrick Férine, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Parfait, magnifique. On a récupéré tout le monde. Patrick Férine et Jacques Gossard sont là. On va donc pouvoir y aller. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Alors, Jacques Gossard, Patrick Férine, j'ai sous les yeux un exemplaire de votre revue Cadat, qui se consacre donc à l'étude de ces civilisations disparues qui nous passionnent. Jacques Gossard, vous êtes intervenu dans cette émission, je le rappelle, pour parler de l'Atlantide, et puis Patrick Férine, vous étiez avec nous la semaine dernière. Tout simplement, vous êtes tous les deux donc avec nous en direct depuis la Belgique, et Jacques Gossard, cette première question s'adresse à vous. Patrick Férine, vous pouvez intervenir bien entendu quand vous le désirez, évidemment. On va commencer par l'histoire de la découverte du site de Glozelle pour bien planter le décor. Alors, nous sommes dans l'Allier, nous sommes en pleine campagne, nous sommes donc en 1924, et que se passe-t-il? Oui, bien écoutez, cette histoire de Glozelle, ça ressemble un peu à un conte, peut-être pas un conte de fées, mais en tout cas un conte, parce que ça commence par il était une fois, il y a un héros, il y a des bons et il y a des méchants, ça c'est très important. Ouais. La seule chose qui manque dans tout ça, c'est la belle princesse. Bon. Mais
En dehors de ça, effectivement, ça commence donc dans l'Allier à Glozelle. Alors Glozelle, c'est un petit hameau qui se trouve à plus ou moins 25 kilomètres de Vichy, dans la montagne bourbonnaise, et je dirais que c'est une région assez sauvage, je dirais, bon, c'est la France profonde oui, c'est assez reculé. Oui, tout à fait, ouais. oui. Et donc en 1924, il y a dans ce petit hameau de Glozelle, qui compte quelques fermes, une famille qui s'appelle les Fradin, ouais. F-R-A-D-I-N. Dans cette famille, il y a le père, la mère, et puis il y a le grand-père, Claude Fradin, et surtout le fils de la maison qui s'appelle Émile Fradin et qui sera le héros de l'histoire. Un matin de mars 1924, les Fradins décident d'aller labourer un champ qui jusque-là était resté en pacage à quelques centaines de mètres de la ferme. Et donc, comme à l'époque il n'y a pas de tracteur, on descend les bœufs, on descend la charrue, et le grand-père, Claude Fradin, et son petit-fils, Émile, commencent à labourer. Ouais. La journée se passe jusqu'à ce que, en milieu de journée à peu près, un incident se produise. Ça aurait pu être un accident d'ailleurs, ça n'est resté qu'un incident, et en tout cas c'est devenu un événement. Un des bœufs s'enfonce dans le sol. Alors on se précipite, on dégage l'animal, on constate qu'il n'est pas blessé, et le fils, qui a à l'époque 16 ans, Émile, se penche dans le trou qui a été creusé au moment où le bœuf s'est enfoncé, et il constate que c'est pas un trou naturel. Qu'en fait, c'est un trou qui manifestement a été creusé et façonné de main d'homme, et entre autres, les murs et le sol sont recouverts de briques. Et au fond du trou, il y a des objets. Alors Émile Fradin va descendre dans le trou, remonter quelques-uns de ces objets et se poser beaucoup de questions, parce que ce sont des objets assez curieux. On trouve là, dans ces premiers objets, des morceaux d'os, des outils en pierre apparemment, et surtout, une tablette rectangulaire qui a l'air d'être faite en céramique, et qui est gravée de signes tout à fait incompréhensibles. Alors Émile Fradin n'a pas eu beaucoup d'instructions, il est allé à l'école primaire, puis il est parti travailler au champ, comme tous les jeunes à cette époque-là. Mais il est intelligent, il est curieux, alors ça l'intrigue. Ça l'intrigue, il va en parler autour de lui, et notamment, il va montrer ses découvertes à l'institutrice du village voisin, qui est le village de Ferrières-sur-Sichon. Et l'institutrice a reçu des instructions, elle va rédiger un petit rapport et elle va l'envoyer au ministère. Parallèlement à cela, bien sûr, les journaux locaux, toujours friands de ce genre d'événements, vont s'emparer de l'affaire. Et c'est ainsi que, à Vichy, un certain docteur Morlaix, qui est médecin de son état et archéologue amateur, qui a d'ailleurs un certain nombre de travaux de recherche dans le domaine, disons, concernant la période gallo-romaine. Cet archéologue amateur va être intrigué par l'article qu'il lit dans le journal local, et il va se rendre sur place. Alors il arrive chez les Fradins, il discute avec eux, on lui montre le champ où on a fait la découverte, on lui montre les objets, et petit à petit, au début évidemment la famille est un peu réticente, elle est un peu méfiante, mais le docteur Morlaix va finir par gagner la confiance de la famille Fradin, et il va finalement leur louer le champ pour effectuer des fouilles. Parce qu'il est persuadé que, en dehors des objets qu'on a découverts dans ce trou, qu'il considère déjà plus ou moins comme une tombe, il y a d'autres objets enfouis aux alentours. Oui. Donc, c'est comme ça que tout démarre, en quelque sorte. C'est comme ça que tout démarre, oui. Oui. Là, je me tourne vers vous, Patrick Férine. Pouvez-vous, parce que Jacques Gossard l'a à peine esquissé, mais il est important peut-être de revenir sur, de décrire la personnalité d'Émile Fradin, qui tiendra un rôle clé dans cette affaire. Émile Fradin, c'est un vrai paysan auvergnat. Ouais.
Je ne sais pas si ça vous en donne son image, par ces quelques paroles. C'est ce que j'appellerais un vrai de vrai. C'est un personnage étonnant. Ouais. C'est un monsieur extrêmement attachant. C'est une famille de la France profonde. Ce sont des paysans, Ouais. au sens très noble du terme. Avec du bon sens. Avec un bon sens tout à fait étonnant, bien ancré, bien ancré. Ce sont des gens qui ont les pieds bien sur terre. Et ce sont des gens qui ont surtout, et ils l'ont prouvé tout au long de ces longues années, puisque ça nous reporte bien loin tout ça, ce sont des gens qui ont un très profond sens de l'honneur. Et c'est extrêmement important, évidemment, pour eux et pour tous les gens de cette région et tous les paysans. Les paysans ont généralement un très grand sens de l'honneur. Il ne faut pas toucher à leur respectabilité, à leur honnêteté. Ouais. Et c'est malheureusement ce qui s'est un peu passé pendant cette affaire de Glosel à diverses reprises. Ils ont été très malmenés. Ah oui, traité de faussaire, etc. Enfin, on y reviendra. Mais il était important de brosser le portrait psychologique de cette famille et surtout d'Émile Fradin pour que l'on comprenne bien ensuite le déroulé de cette affaire que vous allez nous exposer. Une première pause, Jacques Gossard, Patrick Férine, et on se retrouve dans quelques minutes pour entrer cette fois-ci de plein pied dans le résultat des premières fouilles. Qu'est-ce qui a été ramené à la surface? Quels ont été les objets qui ont été découverts? On reviendra sur ces tablettes, évidemment. Il y a des animaux qui ont été retrouvés gravés sur certains de ces objets. Un renne, une panthère, par exemple, leur datation. Enfin bref, plein de questions, plein de points d'interrogation qui vont arriver à la surface et on va explorer justement ces points d'interrogation. Vous restez avec nous sur Sud Radio, on va revenir sur ce site de Glosel qui fait vraiment partie des grands dossiers de l'archéologie fantastique, qui fait encore polémique de nos jours, et vous allez comprendre pourquoi. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Ce soir, je vous emmène à la découverte d'un site archéologique tout à fait fantastique. Il est en France, figurez-vous, dans un petit village, un hameau qui s'appelle Glosel, pas très loin de Vichy. Nous sommes dans l'Allier, en région bourbonnaise. Et pour nous en parler, eh bien, deux spécialistes de ce site, puisqu'ils ont participé à des colloques concernant Glosel, c'est le nom de ce site, Glosel, Patrick Férine et Jacques Gossard, qui sont tous deux membres du comité directeur de la revue Kadat, une revue belge consacrée donc aux civilisations disparues. Kadat, un site internet, kadath.be, kadat.be. Et je ne saurais vous conseiller de vous abonner à cette revue, ça peut faire même un très joli cadeau de Noël à s'offrir. Voilà, c'est une bonne idée. Jacques Gossard, revenons avec vous sur ce site. Les premières découvertes, quelles ont été ces premières découvertes, les premiers objets remontés à la surface, puisque c'est le docteur Morlet qui a été alerté donc par voie de presse et par l'institutrice, qui est venu le premier faire des fouilles. C'est ça. Donc le docteur Morlet a loué le champ et il commence, à ses heures perdues, il commence à fouiller. Et assez vite, il va découvrir pas mal d'objets. Alors, ces objets, ce sont des objets finalement relativement classiques des sites préhistoriques. Ouais. Il va découvrir des poteries. Il va trouver des armes et des bijoux en os et en pierre. Et comme je le disais, la particularité de ces objets, c'est que la plupart d'entre eux sont couverts de signes très mystérieux, qui ne ressemblent à rien de connu. Oui, ce sont des lignes brisées, ce sont des triangles tronqués, des choses comme ça. Enfin, ouais, c'est pour donner une idée graphique, quoi. Oui. Effectivement, on trouve des croix également. On trouve des signes qui ressemblent un peu à des échelles. Oui. Vous voyez, avec les barreaux. Oui, tout à fait. On trouve aussi quelques swastikas, donc quelques croix gammées. On trouve aussi des cercles avec éventuellement un trait tracé au milieu. Mmh. Donc il y a toute une série de signes qui sont à la fois des signes tout à fait illisibles et puis pour quelques-uns, ça peut ressembler à des pictogrammes. Voilà, à une écriture en tous les cas. À une écriture, oui. Alors certains de ces signes sont alignés sur certaines tablettes, sur certains objets. Ces signes sont bien alignés. Et dans d'autres cas, ils ont l'air d'être mis un petit peu n'importe comment. Mm-hmm. Donc c'est déjà un grand point d'interrogation. Alors
Morlaix travaille, et il travaille si bien qu'au bout de quelques mois, il a récolté pas mal d'objets très différents. Et devant l'abondance de sa récolte, il décide de publier une première petite plaquette pour rendre compte de ses premières trouvailles. Et comme évidemment il travaille en quelque sorte avec Émile Fradin, puisque c'est Émile Fradin qui a quand même découvert le site. Un peu quand même. Il va décider de co-signer cette publication avec Émile Fradin. Bon. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à se gâter. Parce que, si vous vous souvenez, je vous ai dit que l'institutrice du village avait fait un petit rapport au ministère. Le petit rapport, il est parti dans les arcanes de l'administration. Et finalement, les autorités compétentes parisiennes ont été mises au courant. Et c'est ainsi qu'un beau matin va débarquer à Glozelle un grand préhistorien de l'époque qui s'appelle le docteur Louis Capitan. C'est une sommité en la matière. Il est extrêmement connu pour des découvertes extrêmement importantes, et il vient en personne à Glozelle parce que lui aussi il est intrigué par ce qui a été découvert. Oui. Alors il va rencontrer Morlaix, évidemment, il va discuter avec lui, et assez rapidement, le célèbre docteur Capitan va être convaincu de l'intérêt du site. Mm-hmm. Et il dit à Morlaix, on peut imaginer le dialogue qui s'est déroulé à ce moment-là, il dit à Morlaix, écoutez, votre site est extrêmement intéressant. J'ai appris que vous alliez publier une petite brochure avec vos premières recherches, mais il y a un petit problème, c'est que vous n'êtes pas connu. Et donc, votre brochure ne se vendra pas. Et voilà. Alors, il vous faut un nom, quoi. Je vais vous donner la solution. Vous comptiez la co-signer avec Émile Fradin, le jeune paysan. Moi, je vous conseille de mettre mon nom à la place de celui d'Émile Fradin. Voilà, ni plus ni moins. Avec mon nom et ma notoriété, croyez-moi, on va faire un tabac, on va vendre cette brochure, ça va être un succès de librairie. Voilà, en toute simplicité, bien entendu, hein. En toute simplicité, effectivement. Alors, le docteur Morlaix a beaucoup de qualités, certainement, mais il n'est peut-être pas très diplomate. Et il va répondre à Capitan en termes assez durs, probablement. On ne sait pas exactement ce qu'il lui a dit, mais le fait est que Capitan quitte Glozelle absolument furieux. Et à partir de ce moment-là, alors qu'en arrivant, il était convaincu de l'authenticité, ou en tout cas de l'intérêt du site de Glozelle, à partir de ce moment-là, il va aller clamer partout que Glozelle, c'est une fumisterie, c'est l'œuvre d'un faussaire, et que le faussaire, c'est probablement Émile Fradin, le jeune paysan, qui a donc fabriqué ces objets. Alors, le point, parce que c'est très important, c'est à partir de là que, si vous me permettez l'expression, tout part en vrille. Oui, exactement. C'est à partir de ce moment-là que va commencer ce qu'on a appelé par la suite la guerre des briques, qui est véritablement une guerre. Et ça va aller très très loin. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Ça va pas se limiter simplement à une querelle entre spécialistes. Ça va déborder largement ce cercle-là. Et cette guerre des briques va mettre en présence deux camps tout à fait irréconciliables. D'une part, les anti-glozéliens, avec Louis Capitan à leur tête, et d'autre part, ceux qu'on a appelés les glozéliens, qu'on devrait plutôt appeler les glozéphiles ou quelque chose comme ça, les glozéliens qui, eux, sont partisans de l'authenticité et de l'intérêt du site. Alors, Morlaix va publier sa première petite brochure, et il va continuer à pratiquer ses fouilles. Et il va retirer énormément d'objets. Pour vous donner une idée, en juin 1926, donc un peu plus de 2 ans après la première découverte, on a extrait du sol environ 2000 pièces. Ah oui, ce qui est énorme quand même. Oui. C'est énorme. Oui. C'est énorme, et dans un champ qui, finalement, dans un espace qui est relativement restreint, puisque c'est un petit champ. Si on va sur place, on s'aperçoit que ce champ n'est pas énorme, et Morlaix, à lui tout seul, a exhumé à peu près 2000 pièces, aidé par Émile Fradin. Mm-hmm. Alors, lorsqu'il a examiné toutes ces pièces, Morlaix en est arrivé à la conclusion que c'était des pièces préhistoriques, et il date son site du néolithique. Bon, néolithique,
néolithique, c'est-à-dire aux alentours de moins 4000, moins 3000 avant Jésus-Christ, pour vous donner une idée. Oui. Et dès cette époque, et c'est là que les choses vont commencer à déraper sérieusement, le grand public va se passionner pour Glozell. Et les touristes vont venir visiter le site de Glozell. Parce que bien sûr, les journalistes font leur chou gras de toute cette affaire. Et véritablement, ça devient une sorte de destination à la mode pour ceux qui veulent aller passer quelques jours à la campagne. On va parler peut-être des différents objets qui font justement la réputation, dans un sens comme d'un autre, de Glozell, et puis peut-être dérouler à partir de là la polémique qui s'est engagée. D'abord, qu'est-ce qui a posé problème dans ces objets? Bon, alors, on va les prendre les uns après les autres. Oui, alors je vous l'ai dit, ces objets sont datés de la préhistoire. Ils sont datés d'après ce qu'on en voit, d'après leurs factures, d'après le type d'objet que l'on retrouve. On retrouve des harpons, on retrouve des outils en pierre, etc. Tout ça, c'est préhistorique. Oui. Bon, ça, c'est pas extraordinaire. C'est un nouveau site, mais enfin, on peut pas dire que ce soit extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est de trouver sur ces objets une écriture. Voilà. Et une écriture qui a l'air déjà assez élaborée, puisque, comme je vous l'ai dit, certains signes peuvent être considérés comme des pictogrammes, mais dans la plupart des cas, on a largement dépassé déjà ce stade premier des écritures balbutiantes, et on est dans une écriture qui n'est pas encore alphabétique, parce qu'il y a trop de signes. Bon, pour avoir une écriture alphabétique, il faut, comme dans la nôtre, 24, 26, jusqu'à une trentaine de signes maximum. Au-delà, ça devient une écriture intermédiaire entre l'idéographie et l'écriture alphabétique. Donc c'est déjà une écriture assez élaborée. Le problème, évidemment, c'est que les théories officielles ne vont pas du tout dans le même sens. Parce que pour les théories officielles à l'époque, l'écriture alphabétique a été inventée au XVe siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens. Alors, retrouver au néolithique, c'est-à-dire bien avant les Phéniciens, une écriture qui est presque alphabétique, cela revient à dire que, ce ne sont pas les Phéniciens qui ont inventé l'écriture, et que donc toutes les théories en vigueur sont à revoir, et ça veut dire aussi que l'écriture n'est pas née en Orient, comme on le prétend toujours, mais qu'elle est née au centre de la France, au centre de l'Occident, en plein pays barbare, suivant l'expression des Romains de l'époque. Et de César, et bien avant cette époque-là, en fait, c'était avant les Celtes, et donc que finalement l'invention de l'écriture, elle est due à ces gens qui allaient plus tard devenir des Européens. Ça bouleverse complètement toutes les théories en vigueur. Patrick Férine, pardon, j'ai associé les deux. Excusez-moi, on a dû vous la faire celle-là déjà, je suppose. Hein. Non, celle-là pas encore, mais c'est pas mal. Elle est pas mal celle-là. On la replacera. Très bien. Patrick Férine, pour être plus précis. Revenons-en un petit peu à cette écriture. Elle est présente sur des tablettes, sur des objets. Sur quoi la trouve-t-on ? On la trouve quasiment partout. On la trouve principalement sur les tablettes. On recense une quarantaine de tablettes à l'heure actuelle dans le musée. Je signale au passage qu'il existe un petit musée donc à Glozell, et il faut aller le voir parce que c'est vraiment une visite qui vaut le déplacement. Donc dans ce qu'on appelle les collections de Glozell, à l'heure actuelle, il subsiste une quarantaine de tablettes d'argile qui portent cette écriture. Il y a des vases, donc des poteries, des vases ornés d'arcades sourcilières, d'une paire d'yeux et d'un nez, mais qui ont la caractéristique de ne jamais avoir de bouche. Ces vases sont ornés de quelques signes également, les mêmes signes que sur les tablettes. Il y a des objets en pierre, des galets. Avec parfois de très belles gravures animalières. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi des objets en os qui portent cette écriture et également des gravures d'animaux. Également des petites rondelles en schiste, des disques en schiste et des choses comme ça qui portent quelques signes. D'un point de vue purement artistique, les objets de Glozell sont très beaux quand même.
C'est très discutable. Les grands spécialistes, les grands spécialistes de la préhistoire, surtout de la période paléolithique, parce que ça fait surtout penser à ce type de gravure-là, ou gravure du Magdalénien, ou plutôt de cet âge-là. Les spécialistes vont vous dire que les objets de Glözel sont relativement grossiers, et ne sont que, pour certains, ne sont que des pâles copies d'objets superbes qu'on peut voir dans les musées. Ouais. Alors là, c'est extrêmement discutable, parce que la notion du beau et la notion d'esthétique, de perfection, là, c'est quelque chose subjectif, voilà, oui, c'est extrêmement subjectif. Oui. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que je suis allé, par exemple, au musée des Hésies, donc dans le Périgord, oui, bien sûr, qui est considéré comme la capitale mondiale de la préhistoire. Et j'ai eu l'occasion d'aller, il y a déjà pas mal d'années, fouiller dans les réserves du musée. Et je suis allé voir, ce qui m'intéressait surtout, ce n'était pas tellement les objets qui sont exposés en vitrine, qui sont parmi les plus beaux de toute la préhistoire, bien sûr. Hein, il y a de véritables merveilles qui sont exposées là. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir les ratés. D'abord savoir, est-ce qu'il y a des ratés dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des objets qui sont peut-être moins beaux au sens esthétique, moins parfaits du point de vue de la facture, de la gravure? Et effectivement, ça existe. Mais évidemment, ceux-là, on ne les montrera pas. Hein, c'est pas ceux-là qu'on va exposer. Oui, on montre que les pièces exceptionnelles. Voilà, évidemment. Généralement, on montre les belles choses, et puis à côté de ça, dans les réserves des musées, et de la plupart des musées, il y a des objets qui sont peut-être un peu abîmés, qui sont peut-être cassés, qui sont moins finis, qui sont moins beaux, qui sont des ébauches parfois. Et là, j'ai retrouvé des choses qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce qu'on peut voir à Glözel. Oui, qui sont très cousines de ce qui a été découvert à Voilà, tout à fait. Cela dit, il y a quelques pièces à Glözel qui peuvent rivaliser avec ce qu'on trouve dans les plus beaux musées. Oui, je trouve. Enfin, personnellement, il y a un site d'ailleurs. J'en profite pour le donner à ceux et celles qui nous écoutent. S'ils ont Internet sous la main, ils peuvent aller y faire un petit tour. C'est le site justement du musée dont vous parliez. C'est muséedeglozel en un seul mot.com. Voilà. Et là, on peut avoir donc de visu les différents objets, types d'objets qui ont été découverts donc à Glözel. Muséedeglozel en un seul mot.com. Et là, vous allez avoir quelques croquis représentant les objets qui ont été découverts, notamment des urnes à visage que je trouve fascinantes. Vous restez avec nous, Patrick Férine, Jacques Gossard, une pause à nouveau, et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à explorer les autres objets qui posent problème, et ensuite on rentrera dans l'étude et la datation évidemment de ces objets, parce que, comme l'a dit Jacques Gossard à l'instant, si on est d'accord pour dire que l'écriture que l'on a découverte sur ces tablettes, sur ces objets, est l'écriture la plus ancienne au niveau de construction, d'alphabet de l'humanité, eh bien ça veut dire que l'écriture que l'on utilise maintenant, le concept, est né dans un petit village de l'Allier et en France, ce qui serait quand même proprement extraordinaire. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous sommes dans l'archéologie fantastique ce soir. Nous sommes à Glözel, dans un tout petit champ qui appartient à la famille Fradin. Une découverte qui a été faite parce qu'une vache a planté ses sabots dans la terre et s'est enfoncée dans un trou. C'est comme ça que tout a commencé. Et ensuite, eh bien, à partir de là, on a découvert toute une série d'objets, des poteries, des os, des galets gravés, des tablettes avec une écriture, semble-t-il, dessus. Alors, les deux spécialistes que j'ai invités ce soir pour nous en parler sont Patrick Férine et Jacques Gossard. Jacques Gossard, on a parlé des tablettes. Bien, et de cette écriture. Mais il y a d'autres objets qui posent également de grandes questions, notamment les représentations qu'il y a sur ces objets. Oui, et notamment une représentation qui a fait pas mal de bruit aussi. Ce sont des représentations d'animaux, oui, et un animal en particulier. Enfin, il y a deux animaux en particulier, mais le plus important, c'est le renne. Ouais. Alors, dites-nous pourquoi est-ce que ça a posé problème. Ah, voilà. Alors, en fait, le renne est un animal qui, comme vous le savez, a vécu dans nos régions durant toute la période glaciaire. La dernière période glaciaire, je parle de celle-là bien sûr, une période glaciaire qui s'est terminée aux alentours du 10e millénaire avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et donc, dans ce site
que l'on date apparemment du néolithique, on va retrouver cet animal. Ce qui est tout à fait, encore une fois, incompatible avec toutes les théories. Oui. Le renne a disparu au moment où les glaces se sont retirées, et le renne est parti, a suivi les glaces, si vous voulez, vers le nord, pour vivre dans les régions nordiques, comme nous le connaissons aujourd'hui. Alors, découvrir un renne dans un site du néolithique, c'est impensable. Et c'est d'ailleurs, c'est quand même assez exemplaire de certaines démarches. C'est d'ailleurs ce qui va pousser probablement un des plus grands préhistoriens à lui aussi retourner sa veste, dirais-je. C'est l'abbé Breuil. En fait, l'abbé Breuil va se rendre lui aussi à Glozelle. Vous voyez que ça fait vraiment beaucoup de bruit parce que les plus grands préhistoriens de l'époque viennent à Glozelle pour se rendre compte. Oui, tout à fait. Et lui arrive à Glozelle et au départ, il est convaincu. Il dit c'est un site très intéressant. Il en arrive même à déjà donner des pistes quant à l'interprétation du site en disant que c'est du néolithique tardif, oriental, etc. Bref, il a déjà toute une théorie. Jusqu'à ce qu'on lui montre un objet gravé d'un renne. Et entre parenthèses, on parlait d'esthétique tout à l'heure, le renne en question, évidemment, à la radio, c'est difficile à voir, mais si vous allez au musée de Glozelle, il est bien exposé, et vous verrez que cette gravure de renne sur galet est tout à fait remarquable. C'est un véritable travail d'artiste. Ah oui, il est très beau, oui, tout à fait. Il est très beau. Oui. Et donc, en voyant ce renne, l'abbé Breuil dit « Ah non, ça c'est pas possible. S'il y a un renne, alors là, je ne marche plus. » Et à partir de ce moment-là, lui aussi change d'avis et prétend que le site est faux. Voilà, donc Glozelle vient de perdre un partisan et un partisan de premier plan parce qu'on a trouvé un renne. Alors l'autre animal qui n'est pas à sa place, c'est la panthère. Alors là, pour le moins, oui. Oui, alors la panthère, effectivement, elle a vécu également dans nos régions, mais elle aussi a disparu au Paléolithique. Et donc on ne peut pas la retrouver, normalement, à une époque aussi tardive. Donc le même problème se pose. Ceci étant, ce que l'on pensait à l'époque dans les années 20, dans les années 30, à propos des migrations de ce genre d'animal, le renne ou la panthère, un petit peu évolué actuellement et on estime aujourd'hui qu'il a pu y avoir des petites colonies qui sont restées sur place pendant peut-être assez longtemps. C'est-à-dire on pourrait peut-être expliquer la présence de ces deux animaux par une sorte de colonie tardive qui serait restée dans la région. Et ça vous semble plausible comme hypothèse? Ça pourrait être plausible, oui. S'il n'y avait pas le reste, parce que on va parler du reste évidemment, qui change un petit peu la perspective. Mais l'hypothèse est, il est tout à fait possible que ça existe, oui. Alors, le reste, c'est quoi justement? Alors, le reste, donc comme je le disais, donc il y a bien sûr les tablettes. On a déjà parlé des poteries. Alors, ces poteries, elles sont, ou bien ce sont des poteries utilitaires, c'est-à-dire ce sont des vases qui ont pu contenir un liquide ou quelques graines, quelques céréales. Nous avons également des poteries qui sont manifestement des poteries à caractère symbolique. Alors là, elles sont de deux types. Vous avez d'une part ce que l'on a appelé les poteries à masque néolithique ou à masque mortuaire. Comme Patrick Ferrin le disait, c'est essentiellement deux grands yeux, qui sont simplement constitués d'un peu d'argile. On fait un cercle, comme un cercle. On fait un cercle et on pousse au milieu pour figurer les yeux. On retrouve également un nez et des arcades sourcilières. D'un seul trait, systématiquement, ces poteries n'ont pas de bouche. Alors, on les a associés à un rituel de mort, puisque l'absence de bouche, etc., fait que on peut considérer ça comme des symboles de mort. D'ailleurs, on a retrouvé dans certaines de ces poteries, des cendres provenant d'ossements humains. Donc, elles ont servi probablement à recueillir les cendres d'incinération.
Et alors d'autre part, à l'opposé, je dirais, au niveau du symbolisme, on retrouve des petites figurines qui figurent soit le sexe masculin, soit le sexe féminin. Oui. Et parfois les deux. Donc, parfois, en une même figurine, on retrouve le phallus et les deux bourses scrotales, plus la vulve. Oui. Et ça, bien sûr, très clairement, c'est interprété comme un signe de vie. Oui. Là, on est dans le symbolisme religieux, quand même. Tout à fait. Symbolisme religieux, avec croyance en l'au-delà, et tout ce qui tourne autour de cette symbolique. Oui. Oh, oui, très clairement. Ouais. Alors là, je me tourne vers vous, Patrick Férine. Ce que vient de dire Jacques Gossard, pour une civilisation qui date du néolithique, c'est quand même très intéressant, ce symbolisme et cette croyance que on peut peut-être leur attribuer au vu des objets. Oui. Le problème, c'est que nous savons maintenant qu'il ne s'agit pas d'un gisement néolithique. Et c'est là évidemment le gros problème, parce que tout ce mobilier que Jacques a décrit ressemble très fort à ce qu'on trouverait dans un gisement néolithique ou plus ancien, exception faite des symboles d'écriture évidemment. Oui. Mais tout le mobilier ressemble très fort à du mobilier classique, préhistorique entre guillemets, disons. Mais voilà, on sait maintenant parce qu'il y a eu toute une série de travaux de datation qui ont été effectués, mais là il serait très compliqué de rentrer dans les détails. Mais on va dire qu'on sait avec certitude maintenant que ces objets ne sont pas néolithiques. Ils sont bien plus tardifs. Oui. Alors, quand vous dites plus tardif, c'est oui. Quelle période? Moyen Âge, enfin médiéval. Bon, mais là c'est extrêmement compliqué. D'accord, mais je vais simplifier au maximum pour la compréhension. Oui. Pour raccourcir une longue histoire, on sait maintenant que l'habitat de Glozelle, si c'était un habitat ou bien si c'était un lieu de culte ou un sanctuaire, on ne sait pas trop. Mais le gisement, disons simplement le gisement de Glozelle, a été occupé par deux groupes humains, ou par un groupe humain au cours de deux périodes bien distinctes. Alors la première période, c'est l'époque gallo-romaine, et la deuxième période, c'est l'époque médiévale, donc aux alentours du Xe, XIIIe siècle, quelque chose comme ça. Oui. Donc en clair, on retrouve des objets qui sont bien datés de l'époque gallo-romaine, et des objets qui sont bien plus tardifs, qui datent de notre Moyen-Âge. Oui. Alors là, ça pose évidemment un problème énorme, parce que si on peut encore concevoir que une petite population, parce qu'on n'a pas retrouvé d'habitat vraiment, mais des individus ont façonné des objets à l'époque gallo-romaine qui ressemblaient à des objets préhistoriques qu'ils avaient peut-être vus. Oui. Bon, on peut le concevoir, mais que d'autres aient refait la même chose presque 1000 ans après, au Moyen-Âge, là ça pose vraiment de très très gros problèmes. Ouais. Est-ce que l'hypothèse selon laquelle une population, je dirais préhistorique ou néolithique, ait pu vivre en vase clos, totalement en autarcie dans cette région perdue de la France, déjà actuellement, alors on imagine à l'époque gallo-romaine ou à l'époque médiévale, donc est-ce qu'une population néolithique comme ça ait pu subsister jusqu'à l'époque médiévale sans être trop infiltrée, trop au contact de la civilisation? Là, il y a, je sais pas, là je peux pas répondre à cette question-là. Ouais. Toujours est-il qu'on n'a pas retrouvé d'habitat, ce qu'on appellerait l'habitat glozélien. On n'a pas retrouvé. On ne retrouve rien de ce type-là, ce qui est très curieux. Et les chercheurs à l'heure actuelle penchent plutôt pour un Glozelle qui serait une sorte de lieu de culte. Peut-être une sorte de sanctuaire, pourquoi pas. Avec des rites pour le moins étonnants pour avec cette époque-là. Des rites païens, des rites assez étonnants, effectivement, oui. Ouais. Mais bon, il faut se replacer à l'époque, déjà à l'époque gallo-romaine, il ne devait pas y avoir un monde fou par là. À l'époque médiévale, bon, il y a un château médiéval qui est à 2 pas de Glozelle, qui s'appelle le château de Montgilbert, qui est vraiment un petit nid d'aigle sur un piton. Bon, c'est un petit château médiéval, bien sûr, mais qui est perdu. Et on peut imaginer, quand on visite ces
ces ruines du château et quand on voit la région, on peut imaginer qu'au Moyen-Âge, au Xe, au XIIIe siècle, on était vraiment au fin fond du bout du monde. Là, il n'y avait pas grand-chose. On est tout à fait en dehors des grandes routes. Si une population vivait là, bien sûr une population a vécu là. On a trouvé des fours de verriers, donc il y avait une activité, bien entendu. Mais c'était une population, la densité de population devait être extrêmement faible. Oui. Et donc on ne retrouve rien qui se rattache au site de Glozelle. Voilà, donc le mystère s'épaissit, vous l'avez compris. Vous restez avec nous, avec Jacques Gossard et Patrick Férine. Nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair au fur et à mesure de l'avancement de cette émission, Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je rappelle que si vous voulez apporter un commentaire, une réaction, une question à mes invités, vous nous appelez au 0826 300 300 ou vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Ils arrivent sur l'écran qui est juste sous mes yeux. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et ensuite vous rédigez votre question, votre réaction, votre commentaire et vous l'envoyez au 71 200. Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Benedy sur Sud Radio. Nous parlons de l'archéologie fantastique ce soir à travers mes deux invités, avec mes deux invités qui sont tous les deux membres du comité directeur de la revue Cadat, une revue belge. Je vais vous donner le site internet pour vous y abonner. Écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Le site internet c'est cadat.be, alors KADATH.be, BE comme Belgique, comme en France c'est FR. Évidemment. Donc cadat.be et là vous pourrez vous procurer cette revue qui s'intéresse aux civilisations disparues. Donc Jacques Gossard et Patrick Férine et non pas Jacques Férine comme je l'ai fait tout à l'heure ou Patrick Gossard. On va se mélanger. Je vais la refaire avant la fin de l'émission. Je le sens ça. Je le sens que ça va tarder. Bon, Jacques Gossard, revenons à ces objets qui ont été découverts et parlez-nous un petit peu parce que là, Patrick Férine a soulevé un petit peu le coin du voile, le problème de la datation parce que tout tourne autour de ça finalement. Voilà. Alors évidemment, si on avait pu dater en 1924-1926, si on avait pu dater ces objets comme on peut le faire actuellement, je ne dis pas qu'il y aurait eu moins de problèmes, mais les choses auraient peut-être pris une autre tournure. Le problème, c'est que, vous savez, la plupart des objets en archéologie, on les date par la méthode très célèbre maintenant du carbone 14. Oui. Mais à l'époque, la méthode du carbone 14 n'existait pas, puisqu'elle a été mise au point en 1946 seulement. Ça, c'est une première chose. Ouais. La deuxième chose à dire, c'est que la méthode du carbone 14, elle date les objets en os, mais pas les céramiques. Alors, pour dater les céramiques, il faut utiliser une méthode encore plus moderne, encore plus récente, qui est, c'est un nom un peu à rallonge, mais qui dit à peu près ce dont il s'agit, c'est la thermoluminescence. À vos souhaits. Voilà. Oui. Et cette thermoluminescence, elle a été développée dans les années 1970 et elle a permis de dater, et là on a commencé à pouvoir dater les objets de Glozelle. Oui. Et Patrick parlait tout à l'heure de dates. Eh bien, ces dates, elles ont d'abord été obtenues sur quelques objets qui ont été réalisés par des chercheurs danois, non plus des archéologues, mais des physiciens à ce moment-là, qui, dans les années 70, sont venus à Glozelle, ont daté quelques céramiques, quelques tablettes, et sont arrivés à la conclusion que le site de Glozelle datait de entre moins 700, parce que vous savez, une datation, ce n'est jamais une date précise. Non, une fourchette. Il y a une fourchette très large, souvent. Il y a une fourchette souvent très large, oui, et la fourchette va de moins 700 à plus 100. 700 avant Jésus-Christ, 100 après Jésus-Christ. Oui. Ça, c'est une première série de datations. Alors évidemment, lorsque les gens qui s'intéressent à Glozelle, pour ou contre, ont appris ça, finalement, personne n'a été content.
Les partisans de Glosel se sont dit Glosel, ça n'est plus préhistorique, c'est gaulois et gallo-romain. Oui. C'est déjà nettement moins intéressant. Oui, en ce qui concerne l'écriture, tout ça, bon, voilà, ça moins, tombe un peu à l'eau, quoi. Voilà, c'est moins passionnant. Et les détracteurs se sont dit c'est pas les faux modernes que l'on imaginait. Donc ça a remis les adversaires dos à dos. Mais ça n'a pas empêché les recherches de se poursuivre. Et de se poursuivre jusqu'à pratiquement aujourd'hui, puisqu'entre-temps, on a refait des datations, on a même fait certaines fouilles, mais d'une manière très localisée. Et à mesure qu'on faisait les datations, on compliquait encore le problème. Allons bon. Ouais, parce que je vais essayer de vous résumer les choses parce qu'il y a des grands tableaux qui existent, mais on n'a pas le temps de passer tout ça en revue. Mais en ce qui concerne les objets en céramique, datés donc par thermoluminescence, comme Patrick le disait tout à l'heure, on a à peu près 2 périodes qui sont à peu près valables. C'est, comme je le disais, aux alentours de entre moins 700 et plus 100. C'est la période gauloise et gallo-romaine. On a une deuxième période qui est la période médiévale, aux alentours du XIIIe siècle. Et puis on a même une troisième période. Et la troisième période, on parlera tout à l'heure, on essaiera de trouver une explication tout à l'heure, mais je vais d'abord donner la date. C'est aux alentours de 1950 après Jésus-Christ. Donc, je dirais que avec les dates, avec la fourchette de dates que l'on obtient là, on complique peut-être encore un petit peu le problème. Et on le complique encore à partir du moment où on prend en considération certaines datations qui ont été faites cette fois-ci sur des objets en os, sur des matières organiques, par le carbone 14. Parce que là, on a effectivement encore une fois toute une série de dates dont la plus ancienne est de moins 17 000. 17 000 avant Jésus-Christ. Ah oui, ben là, c'est... Alors, vous voyez, ça devient un casse-tête. Ah oui, ben là, c'est à plus rien y comprendre. Entre moins 17 000 pour la plus basse et 1950 pour la plus haute. Oui, toutes les hypothèses sont permises, là, du coup. Toutes les hypothèses sont permises. Et si vous voulez, la nouvelle guerre, ce que je pourrais appeler la nouvelle guerre de Glosel, elle tourne autour de ça. Elle tourne autour du fait que on a effectivement toute une série de dates, mais qu'on ne parvient pas, au départ de ces dates, à construire une théorie d'ensemble qui explique Glosel. D'autant que, comme on le soulignait tout à l'heure, Glosel reste quelque chose de très localisé. On n'a pas retrouvé d'habitation, sinon une occupation suite à des travaux de verrerie, puisque il semble bien que des fours de verrier, ça c'est même prouvé, des fours de verrier ont été installés dans le champ des morts, dans le champ... Ce qu'on appelle le champ des morts, c'est-à-dire... Voilà, c'est ça. Oui. Donc il y a ça, et puis il y a surtout le fait aussi que, en dehors de Glosel, on ne trouve pas d'objets gloséliens, sinon à certains endroits bien précis. Autour de Glosel, oui, il y a quelques endroits où on a retrouvé des objets. Donc il y a d'autres sites. Il y a d'autres sites malgré tout, mais très très localisés, où on retrouve des objets portant les mêmes signes. Alors en général, c'est autour de Glosel, c'est dans la région, mais on en trouve aussi beaucoup plus loin. Par exemple, on en trouve au Portugal, dans un site mégalithique, et on en a retrouvé même récemment dans un site en Colombie. Ah bon? Oui. Avec ces mêmes inscriptions, entre guillemets, cette même écriture? Avec ces mêmes signes, oui. Oui. Donc, ça ne permet pas, en tout cas, avec tous ces éléments, lorsqu'on met tous ces éléments ensemble, on ne parvient absolument pas à construire une théorie valable. Oui, oui, d'accord. Voilà. Là, pour le coup, ça devient très touffu et très compliqué. Pour y retrouver ces petits, ça va devenir difficile. Je dirais qu'au départ, c'était beaucoup plus simple. Oui. Il y avait les partisans du pour néolithique et les partisans du contre moderne. Voilà. Maintenant, il y a le choix un petit peu pour tout le monde. Oui, finalement. Oui. Mais dites-moi un petit peu, on va se consacrer tout à l'heure à l'écriture.
pour discuter un peu plus avant, parce que évidemment des gens se sont penchés pour essayer de décoder, de comprendre, des linguistes, des traducteurs se sont penchés sur ces tablettes et sur cette écriture pour essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire. En ce qui concerne, en tous les cas, la présence du renne et de la panthère, ça, on a à peu près, est-ce qu'on a réussi à comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient dessiné ces animaux sur leurs objets? Non, on n'a toujours pas compris. Sauf si on considère, et c'est à mon avis la seule théorie qui tienne la route actuellement, si on considère que au Moyen-Âge, le site de Glozelle était un lieu de culte, que sur ce lieu de culte, on amenait des objets votifs, et que certains de ces objets ont pu être récupérés parce qu'on considérait qu'ils avaient un caractère magique. Ils ont pu être récupérés dans des sites, dans de vrais sites préhistoriques. Tout à fait, avec donc ces représentations propres à la préhistoire. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, on a une théorie qui tient à peu près la route, c'est-à-dire que les pèlerins, bon, il faut savoir que dans la région, dans toute cette région-là, il y a pas mal de sites préhistoriques. À l'époque, tout ça, bien sûr, ça n'était pas protégé. Donc, à la limite, je pense qu'il a dû exister. Ah, nous avons perdu Jacques Gossard. On va le retrouver dans quelques instants. Patrick Férine, pour reprendre la balle au bon, cette théorie est tout à fait intéressante, selon laquelle, enfin ce que nous exposait Jacques Gossard, selon laquelle donc des gens qui récupéraient des objets dans des lieux qu'ils devaient considérer comme magiques ou de vieux lieux de culte, qui eux dataient vraiment de la préhistoire, amenaient ces objets dans ce nouveau lieu de culte. Ça tient debout comme théorie. Ça pourrait tenir effectivement. Par exemple, on pourrait songer, parce que là, on le sait, c'est attesté par des fouilles, qu'à l'époque médiévale, c'est l'époque où on trouve, c'est l'époque des défrichements par là-bas. Et donc il y a une population qui vit aux alentours, on défriche les terres et les terrains, les lieux, notamment à proximité du château dont j'avais parlé tout à l'heure, le château de Montgilbert, on a la présence de verriers et des verriers qui installent des fours. Il faut savoir que les verriers à cette époque-là constituent une caste très particulière. De même, on est dans la période du Moyen Âge, on est dans une période encore un peu sombre où perdurent certaines pratiques très païennes. Ah oui, empreintes de superstition, évidemment. Superstition, bien sûr, et les verriers jouissent de pouvoir, les verriers jouissent d'un statut tout à fait particulier. Et il est très possible que ces verriers aient été en possession de rites, de pratiques païennes, étaient en tout cas en possession d'un patrimoine culturel, qui était peut-être marqué par des rites, et il n'est pas impossible qu'il soit tombé sur du mobilier ancien, qu'il l'ait récupéré, qu'il l'ait assimilé et qu'il l'ait éventuellement transformé. Oui. Donc, on a peut-être sous les yeux, enfin je dirais à Glozelle, un lieu de culte tout à fait particulier, unique dans son genre, parce que créé uniquement pour et par des gens locaux. Certainement. Et ce qui fait que pour les gens qui s'intéressent à Glozelle, dont Jacques et moi nous sommes, et d'autres, parce que vous avez en France, on n'en a pas encore dit un mot, mais il y a un comité, un centre international d'études et de recherche qui se consacre à Glozelle, sous la houlette du professeur René Germain, et donc qui organise un colloque chaque année à Vichy. Auquel vous êtes d'ailleurs, oui, tout à fait. Tout à fait, qui réunit des chercheurs qui viennent d'un peu partout et des États-Unis également, parce qu'il y a quelques chercheurs américains qui ont fait faire de très belles recherches au cours des 10 dernières années, qui sont arrivés à de très beaux résultats. Et donc, il faut dire que pour nous, Glozelle, bien sûr, nous ne songeons
pas du tout, nous ne songeons plus du tout, au cas où nous l'aurions même envisagé, nous ne songeons plus du tout à un Glözel qui date des temps immémoriaux. De la préhistoire ou du néolithique. De la préhistoire la plus reculée et qui aurait remis en question toute l'origine de l'invention de l'alphabet. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ouais. C'était de l'histoire dont on parlait, dont se préoccupaient beaucoup les premiers partisans de Glözel. Oui, bien sûr. Mais disons que jusqu'aux premiers travaux par thermoluminescence qu'évoquait Jacques tout à l'heure dans les années 70, eh bien, c'est quelque chose qui a été pratiquement tout à fait abandonné. Et pour nous, Glözel est intéressant parce que c'est un site tout à fait original, tout à fait unique et qui bien sûr présente d'autres intérêts. Bien sûr, voilà. On va y revenir justement pour repositionner l'intérêt et les vrais points d'interrogation qui concernent Glözel. On les a évoqués un petit peu à l'instant avec vous. Donc vous restez avec nous, Patrick Férine, Jacques Gossard. Une pause et on se retrouve sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange pour continuer à explorer ce site archéologique qui est le site de Glözel dans l'Allier, pas très loin de Vichy. Nous sommes dans le Bourbonnais, un site de culte créé par des gens qui vivaient sur place en récupérant des objets qui dataient de la préhistoire. Avouez que déjà, ça c'est fascinant. Et nous parlerons également de ces tablettes avec ces écritures parce que cela n'a toujours pas été élucidé. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons du site archéologique assez fantastique qu'est Glözel. Donc nous avons élucidé une partie du mystère dans Les Aventuriers de l'étrange avec mes invités, Jacques Gossard et Patrick Férine. Donc, Glözel exit la période néolithique ou préhistorique, ça, on en est à peu près sûr. La théorie qui tient la corde actuellement, c'est que on a retrouvé des objets datant effectivement de cette période préhistorique ou néolithique parce que les gens qui vivaient là-bas à l'époque gallo-romaine ou médiévale se sont créés un lieu de culte païen en récupérant des objets qui dataient de la préhistoire, puisqu'il y a des sites préhistoriques un petit peu partout autour du site de Glözel. Jacques Gossard, j'ai bien résumé la situation grosso modo. Tout à fait. Bien, merci. C'est bon. Là, on est pas mal. Bon. Sauf que vous êtes peut-être optimiste. Oui. Dans la mesure où ce n'est peut-être pas la solution définitive. Parce que, pour l'instant, on en est là, mais il est possible qu'on fasse l'une ou l'autre découverte qui remette une nouvelle fois en cause tout ce qu'on croit savoir pour l'instant. Donc ça reste une hypothèse, mais une hypothèse qui reste quand même relativement fragile. Bon, quelles sont les autres hypothèses en présence alors pour expliquer ce lieu de culte? Parce que lieu de culte il y a, là on est d'accord là-dessus à peu près. Oui, là on est à peu près d'accord là-dessus. Disons que c'est la seule théorie qui tienne la route actuellement. C'est la seule façon d'expliquer les apparentes contradictions quand on met bout à bout toutes les données que l'on possède. D'une part les données, l'observation des objets, la typologie des objets, et d'autre part les datations. On ne peut pas faire autrement que d'envisager ce genre d'hypothèse. Oui. Sinon on n'en sort absolument pas. Oui. Juste pour plaisanter, est-ce que l'hypothèse extraterrestre a été évoquée? Oui, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça a été évoqué. Ah bon? Je crois que c'est à la fin des années 60. C'est d'ailleurs comme ça, notez bien que je crois que je me suis intéressé à Glözel parce que j'avais lu dans un livre de Robert Charroux, dont je me souviens plus du titre, que en fait les poteries à masque néolithique, c'était en fait des casques de cosmonautes. Voilà. Ah oui. Oui. Ah, c'est pas mal. Ouais. Oui. Mais actuellement, je crois que ça pue tellement la cote. Non, ça. Il faudrait demander à Patrick, il est plus spécialiste que moi en la matière. Mais je crois pas que ça ait la cote. Non, oui, je crois me souvenir effectivement que Robert Charroux avait dit qu'une des poteries de Glözel ressemblait à une soucoupe volante. Évidemment, c'était la façon dont on voyait les soucoupes volantes dans les années 50-60. Voilà. Oui. Et bon, c'est un peu lourd pour voler, hein, je peux vous dire tout de suite. Oui, je suis un peu d'accord. Et puis le casque pas très efficace non plus. Pas terrible. Mais bon, laissons tomber cette hypothèse très rapidement. Et si vous le voulez bien, Jacques Gossard, venons-en avant de revenir aux autres objets, parce que vous avez dit quand même 1950 pour certains d'entre eux. Donc là, il y a faussaire. Hein. Là, on est à peu près d'accord. Parce que des objets qui datent des années 50.
je ne pense pas que le fait d'avoir des dates aussi récentes. Maintenant, j'ai dit 1950. Je dois rectifier parce qu'entre-temps, j'ai vérifié dans mes petites notes. C'est 1920. Et ça peut s'expliquer d'une manière assez simple. Sans vouloir rentrer dans des considérations techniques, disons que la thermoluminescence va dater l'âge, non pas vraiment de la poterie, elle va dater la date de la dernière cuisson de la poterie. Oui. Donc, si une poterie est fabriquée, mettons, en 1900, et qu'elle est recuite en 1950, si vous la datez aujourd'hui, vous allez la dater de 1950. Oui, mais enfin bon, je suis d'accord. Mais enfin bon, entre 1900, 1920 et puis la période médiévale ou gallo-romaine. Voilà. Donc, mais attendez, mais le fait que on chauffe une nouvelle fois suffisamment une poterie va remettre en quelque sorte les compteurs à zéro. Or, il faut savoir que ces fameuses tablettes qui ont été datées des années 1920 se trouvent situées assez près du sol. Elles étaient enfouies assez peu profondément. Or, il faut savoir que avant de se rendre au champ du Ranton pour labourer, le grand-père Claude Fradin avait, comme tout bon paysan, je crois que c'est une technique qui ne s'utilise peut-être plus maintenant, mais qui à l'époque s'utilisait, avait brûlé son mis champ. Feu aux broussailles. Et donc, il avait fait un grand feu. Évidemment. Et ce grand feu était suffisamment chaud pour remettre les compteurs à zéro. Auquel cas, évidemment, on aurait là une explication de cette date qui, ou sinon, est tout à fait incompréhensible. Entendu. Entendu. Voilà. Alors, donc, il y a une explication, au moins. Bien. Alors, parlons maintenant, si vous le voulez bien, de cette fameuse écriture. Parce que cette écriture n'a toujours pas été, découverte, percée, si j'ose dire. Non, elle n'a toujours pas été percée à jour. Les tablettes ont-elles été datées ? Pardon ? Les tablettes d'argile sur lesquelles il y a ces écritures ont-elles été datées ? Oui, ces tablettes ont été datées et d'une manière générale, comme je vous le disais, ça tourne entre plusieurs périodes. Première période, moins 700 à plus 100. Deuxième période, Moyen-Âge. Donc là, on a des dates. Mais maintenant, quant à l'écriture elle-même, là, je dirais qu'il existe plusieurs pistes, et je dirais même qu'il existe de nombreuses pistes, parce que pas mal de gens se sont penchés sur cette écriture et ont essayé de percer le mystère, mais dans la plupart du cas, ce sont des tentatives qui étaient vouées à l'échec d'avance. Bon, disons pour résumer les choses. D'abord, il y a l'étude initiale qui a été faite par le docteur Morlet, et le docteur Morlet est arrivé, il n'est pas allé plus loin que recenser les signes. Et il a recensé 111 signes. Donc il y a dans l'alphabet, entre guillemets, de Glosel, 111 signes. Bien. Bon, c'est pas alphabétique, mais ça n'est pas non plus comme, par exemple, dans l'écriture hiéroglyphique égyptienne, des milliers de signes, ou dans l'écriture chinoise, tout à fait, qui ne sont pas du tout alphabétiques. Donc c'est une écriture qui est syllabique et qui va vers l'alphabétique. D'ailleurs, actuellement, on aurait tendance à dire qu'il y a un petit peu moins de signes, parce que certains signes sont très similaires, et comme on a établi, en plus, que ce n'est pas une seule personne qui a écrit qui a écrit tous ces signes. On a pu déterminer qu'il y avait plusieurs écritures différentes, plusieurs scribes qui avaient écrit ces signes. Il y a évidemment des petites différences, mais on parvient à regrouper davantage les signes actuellement. On pourra arriver entre 80 et 90 signes différents. Ah oui, ce qui est tout à fait intéressant quand même. Voilà. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, ça a été de soumettre tous ces signes à une étude informatique pour voir s'il y avait des associations de signes, s'il y avait des recoupements à faire, etc. Et ces premières études n'ont rien montré. Apparemment, et ça c'est une constatation que l'on peut faire assez rapidement quand on examine les objets, apparemment tous ces signes sont mis à peu près n'importe comment. Vous avez par exemple certains signes qui sont
couchés. Je parlais d'une sorte d'échelle tout à l'heure. Oui. Certaines échelles sont couchées, d'autres sont debout. D'autres sont en oblique, oui. Voilà, dans certains cas, il y a des alignements. On voit vraiment des lignes d'écriture. Dans d'autres cas, les signes sont vraiment disposés n'importe comment. Donc, c'est déjà assez difficile de s'y retrouver. La troisième étape, ça a été des tentatives de déchiffrement malgré tout. Et bon, on va pas rentrer dans tous ces détails de tentatives, comme je vous le disais, vouées à l'échec. Mais il y en a une qui est, je crois, malgré tout assez prometteuse, ou en tout cas qui est pertinente, qui me semble-t-il assez pertinente. C'est celle du docteur Hitz, qui est un chercheur suisse, et qui lui a finalement qui assimile l'écriture de Glosel et donc la langue de Glosel à ce qu'il a appelé le glosélique. Et ce glosélique serait, si vous voulez, une sorte de descendant de langue celtique. Oui. Et il est même parvenu à traduire une tablette. Et c'est effectivement, d'après le texte, ce serait une tablette votive où il est question d'une offrande d'un certain Tunos à un certain Itotakos. Oui. Et voilà. Donc, il existe malgré tout des tentatives qui sont sérieuses. Je crois que celle-là est la plus sérieuse. D'autant que elle pourrait très bien s'adapter parfaitement au reste de ce qu'on a pu constater et à cette philosophie du site, quoi. Au fait que les plus anciennes datations datent justement de la période celtique, et donc ça ce serait une langue celtique, ce serait une langue dérivée du celtique. Oui. Mais qui aurait été adaptée, voire recréée par ces gens qui habitaient là, quoi. Éventuellement, oui. Éventuellement. Qui aurait pu évoluer aussi. D'ailleurs, Hitz est allé un petit peu plus loin, enfin, encore une fois, sans vouloir rentrer dans les détails, et il voit au moins une évolution en deux phases. Une première phase avec quelques caractères, une quinzaine ou 17 si je me souviens bien, et puis une deuxième phase avec un enrichissement de caractères. Donc il y aurait une évolution, mais évidemment une évolution également au niveau de la langue. Bien sûr. Vous restez avec nous, une pause, et on se retrouve, Jacques Gossard et vous, Patrick Férine, pour continuer à essayer de décrypter, c'est le terme, cette écriture. Je vous demanderai votre avis sur une hypothèse que je formulerai, enfin une question en tout cas, puisque la datation de ces écritures vont de moins 700 jusqu'à la période médiévale. Un groupe qui est en totale ou presque autarcie peut-il faire vivre cette écriture sur une période aussi longue et la garder pour un culte qui lui est propre? Là, c'est une question tout à fait étonnante, surtout en plein monde médiéval, jusqu'à la fin donc de l'existence de cette écriture. Vous répondrez à cette question autant l'un que l'autre dans quelques minutes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons d'archéologie fantastique avec Patrick Férine et Jacques Gossard, qui sont tous deux, entre autres, membres du comité directeur de la revue Cadat, sur laquelle je m'appuie pour construire cette émission, sur laquelle je me suis appuyé pour construire cette émission et ce dossier. Cadat, qui est un site internet que je vous recommande, c'est cadat.be, kadath.be. Patrick Férine, vous avez entendu l'hypothèse que j'ai émise à la suite de ce que nous a dit Jacques Gossard. Est-ce que on peut imaginer, d'ailleurs il y a un auditeur qui s'appelle Marco qui nous a envoyé un SMS qui nous dit, ne serait-ce pas là une sorte de culte assimilé à un groupe sectaire de cette époque-là et qui aurait pu perdurer depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à l'époque médiévale? Oui, je peux pas répondre à ça. Mystère et boule de gomme. Nous n'avons pas d'éléments pour répondre à ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait prendre ça pour hypothèse de travail et voir si elle tient la route. Oui. Mais à ce moment-là, comment peut-on expliquer cette écriture et ces différentes étapes successives de progression, de vie, comme une écriture qui est utilisée, quoi? Oui, mais c'est une écriture qui est utilisée à quelle fin?
Il n'utilisait, si c'est bien une écriture, il ne l'utilisait probablement pas comme nous le concevons maintenant. Oui, il l'utilisait que pour une finalité de culte probablement, religieuse. Oui. Peut-être, oui. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Jacques disait tout à l'heure. D'ailleurs, le docteur Hans Rudolf Hitz, que nous connaissons très bien, est à mon avis la personne qui est allée le plus loin dans les travaux de déchiffrement de l'écriture qu'il appelle le glosélique. Ouais. Et Hans fait partir cette écriture c'est quelqu'un qui possède de grandes connaissances dans le domaine des écritures gauloises, disons, des dialectes, etc., et des textes celto-étrusques, etc. Et il fait partir cette écriture du nord de l'Italie. On part de la plaine du Pô, et puis ça accompagne une migration, bien sûr, de quelques tribus, et qui convergent vers le centre de la France. Et tout au long de ce parcours, de ce trajet, eh bien, on peut effectivement retrouver des traces du dialecte auquel songe Hans Rudolf Hitz. Et il a l'air de dire qu'il s'agirait d'une tribu qu'on appelait à l'époque les Bituriges, et qui parlait donc une sorte de langue celtique qui s'apparentait au gaulois et qu'on appelle le lépontique. Et on retrouverait effectivement sur le parcours de cette tribu et de ces quelques peuples qui parlaient grosso modo le même dialecte, donc le lépontique et le gaulois cisalpin, eh bien on retrouve des traces dans des inscriptions qui, elles, sont tout à fait admises, tout à fait reconnues par les archéologues et les spécialistes. Et mais jusqu'à maintenant, enfin hormis le travail de cet éminent linguiste, on ne sait toujours pas ce que voudraient dire toutes ces tablettes qui ont été découvertes. Non. Hitz est capable propose des déchiffrements pour quelques-unes de ces tablettes et quelques-uns de ces galets, quelques-unes de ces inscriptions ou de formules qui se trouvent sur des poteries. Mais tout ça est très fragmentaire. Il y a des inscriptions qu'il ne peut pas lire, il avoue carrément qu'il lui est impossible de les lire parce que pour lui elles n'ont pas de sens. Donc il ne serait pas impossible non plus que des inscriptions aient été recopiées et peut-être qu'on en avait perdu le sens à une certaine époque aussi. Oui, pourquoi pas, effectivement. Jacques Gossard, qu'en pensez-vous? Vous savez, il y a deux sortes d'hypothèses. Il y a les hypothèses de travail et puis il y a les hypothèses de salon. et je vais aller un petit peu plus loin peut-être que l'hypothèse de travail. Mais l'hypothèse de salon, disons qu'elle est logique par rapport à ce qu'on connaît, mais je dirais que ça n'est pas suffisamment étayé pour pouvoir être une vraie hypothèse. Ceci étant, moi j'ai toujours pensé, et je le pense encore, que au moins une certaine partie des inscriptions de Glosel sont des inscriptions recopiées, mais recopiées par des gens qui ne savaient pas ce qu'ils recopiaient. D'accord. Bon, ils avaient trouvé des objets avec des inscriptions. Ils accordaient à ces objets une importance magique probablement, et ils recopiaient purement et simplement. Alors, quand vous regardez les tablettes, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types d'inscriptions. Il y a les inscriptions où tout est parfaitement ordonné, comme une véritable écriture, et puis sur certaines tablettes, on a vraiment l'impression que qu'un enfant s'est amusé à recopier un petit peu n'importe comment des signes qu'il voyait. Et donc, à titre d'hypothèse de salon, on pourrait dire que dans un premier temps, il a existé véritablement un glosélique aux alentours de la période celte et période gallo-romaine, et puis que ces objets ont été redécouverts au Moyen-Âge et réutilisés dans un contexte magique. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire quand même, c'est que dans certaines écritures anciennes, on a deux niveaux de lecture. On a, et la plus connue, à mon avis, c'est l'écriture égyptienne. On a un niveau, je dirais, profane, où
où on raconte une histoire, où on fait des contes, où on raconte que on a vendu tel champ, etc. Ouais. Et à un deuxième niveau plus symbolique, avec les mêmes signes, on a une autre signification. Mhm. Et d'après les quelques études que j'ai pu mener là-dessus, c'est un système qui marche pour un certain nombre de textes religieux. Bien sûr. Mais lorsqu'on arrive à des textes purement magiques, on s'aperçoit que le premier niveau a été supprimé. C'est-à-dire que, au niveau profane, ces textes sont illisibles. Quand on essaye de les traduire, on obtient des choses tout à fait incohérentes. Ouais. Par contre, lorsqu'on utilise la grille sacrée, Lorsque l'on est initié à ce on moment-là. Pardon ? Lorsque l'on est initié. Lorsqu'on est initié. Dans ce c'est-à-dire culte lorsqu'on précis, est oui. prêtre, Ouais. Lorsqu'on est prêtre et initié à ce genre de choses, eh bien là, le texte prend une certaine signification. Il est possible aussi que certains de ces textes soient uniquement des textes sacrés réservés à certains initiés. Ouais. Encore une fois, c'est une hypothèse de salon, je m'empresse de le dire. Et la troisième chose que je voudrais vous dire quand même aussi, c'est que c'est vrai que ça paraît difficile qu'une population aussi particulière ait pu rester isolée pendant aussi longtemps, même si à l'époque il n'y avait pas énormément de monde. Mais enfin, il y avait quand même des mouvements de population, des invasions, etc. Ceci étant, on constate quand même que certains peuples résistent remarquablement. Et je vais prendre l'exemple des Basques. Les Basques ont été envahis des dizaines et des centaines de fois, mais ils ont quand même toujours gardé leur langue basque. Même chose pour les Berbères. C'est un peuple qui pratiquement n'existe plus en tant que peuple organisé politiquement, mais qui a toujours conservé sa langue et son écriture. Bien sûr. Ouais. Donc, je dirais que c'est peut-être pas si fou que ça d'imaginer qu'un groupe fortement structuré au niveau de ses racines culturelles ait pu résister malgré tout et conserver un héritage. Ouais. Mais alors, dites-moi, là je me tourne vers vous, Patrick Férine, j'ai envie de vous poser la question, que reste-t-il à découvrir finalement sur le site de Glozell ? Je crois qu'il reste tout à découvrir, parce que bon, les dernières fouilles ont été faites par le docteur Morlet à la fin des années 30. Depuis lors, on n'a plus fouillé, si ce n'est dans un lieu qui se trouve à proximité de Glozell, à quelques kilomètres de là. Il y a eu une petite fouille qui a été faite il y a une vingtaine d'années à peu près. Jack Lang n'avait pas demandé une fouille ? Oh, mais beaucoup de gens ont demandé des fouilles, vous savez. Sous chaque lorsqu'il était ministre de la Culture, hein, c'est ça. Oui. À chaque remaniement de gouvernement, à chaque nouveau président chez vous, eh bien, il y a toujours une association qui réclame l'ouverture des fouilles à Glozell, et chaque fois, systématiquement, cette autorisation est refusée. Pour des raisons assez nébuleuses, hein. Ça nous entraînerait dans des histoires sans fin, mais il y a là quelque chose qui n'est pas très clair. Et il y a une chose que je voudrais dire en insistant beaucoup, c'est que en n'accédant pas aux demandes répétées, par exemple du Centre international d'études et de recherche, qui œuvre depuis une bonne dizaine d'années pour la reconnaissance de l'originalité de Glozell en tout cas, en n'accédant pas à ces demandes répétées de reprendre des fouilles, mais attention, des fouilles en bonne et due forme bien sûr, il ne s'agit pas d'aller creuser, que n'importe qui aille creuser là-bas, hein. Sous surveillance de gens experts en la matière, etc. En n'accédant pas à ces demandes répétées, eh bien, je dois dire que les autorités françaises qui sont responsables de ces choses se rendent coupables de quelque chose de très grave, car elles se rendent coupables de laisser la porte ouverte aux théories les plus fantaisistes à propos de Glozell. Et Dieu sait si on en a émis énormément au cours des dernières 50 années. Alors, il suffirait qu'on fouille convenablement, par exemple, une des fosses, qui a été repérée il y a déjà plus de 30 ans par un relevé de prospection magnétique. Et on sait donc parfaitement bien où il faut aller creuser, et il ne faut pas creuser très, très profondément, puisque ce sont des objets qui sont enterrés à très faible profondeur. Il n'est pas besoin pour ça de retourner tout ce qu'on appelle le champ des morts dans lequel on a trouvé les premiers objets, ni tout le terrain. On sait exactement, avec beaucoup de précision, où il faudrait aller fouiller, convenablement. Et je pense qu'en faisant ça, on aurait peut-être le fin mot de l'histoire, parce qu'on mettrait à jour des objets qui n'ont pas été contaminés,
qui n'ont pas été pollués par l'air ambiant, il y a une assez forte radioactivité dans toute la région là-bas. Il y a des gisements d'uranium dans le coin. Donc tout ça sont des choses qui pourraient éventuellement altérer certaines datations. Oui. Et donc on a là dans le champ des morts des objets vierges de tout contact qui pourraient être étudiés avec les techniques actuelles de datation, et je pense qu'on en apprendrait beaucoup. Oui, mais ce que vous venez de dire est en même temps fascinant et inquiétant. Vous dites de manière tout à fait officielle qu'il n'y a pas eu de fouilles sérieuses, je veux dire avec des archéologues qui sont mandatés par les services officiels de l'État pour venir ne serait-ce que faire une fouille et essayer de comprendre ce qui s'y passe. Ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire, il y a eu les fouilles de Morlaix, Fradin et différentes commissions, etc., différents préhistoriens de l'époque, la Société préhistorique française, différentes commissions internationales qui ont été établies, etc. Mais, vous savez, ces gens-là fouillaient en costume cravate, comme on fouillait dans les années 30, évidemment. Ben oui. Donc, il n'était pas question de stratigraphie, il n'était pas question de quadrillage, rien du tout. On creusait avec sa petite pelle, on sortait un objet, on était bien content, on s'émerveillait. Et puis voilà, ça se limitait pratiquement à ça. Donc, il n'y a pas eu de fouilles modernes comme on peut le faire à l'heure actuelle. De fouilles scientifiques, quoi. De fouilles scientifiques, voilà, de ce que j'appelle des fouilles en bonne et due forme. Oui, tout à fait. Faites par des gens qui ont la méthodologie et qui ont la formation pour le faire. Ça n'a jamais été fait. Ça, il faut bien insister. Et là, c'est quelque chose de tout à fait regrettable. Et malheureusement, ce sont les autorités françaises, les gens qui sont en charge de ça, c'est-à-dire c'est le musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye qui accorde les permissions. Oui. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que le sol appartient à la famille Fradin, mais en France, le sous-sol appartient à l'État. Surtout le territoire français. Voilà, exactement. Voilà. Donc il faut une agrégation, il faut une autorisation. Voilà. Oui. Et tant que cette autorisation ne sera pas donnée, il est clair qu'il n'y aura pas de fouilles, il n'y aura pas de fouilles sauvages, personne n'ira voir, n'ira tenter de voir ce qu'il y a dans ces fameuses fosses dont je parlais, parce que, en tout cas, les gens du Centre international d'études et recherches veulent que ça se passe correctement, que ça se passe sous contrôle et que ce ne soit pas une fouille sauvage ou quelque chose de oui, tout à fait. Qui dénigrerait absolument toute entreprise, bien entendu. Bien sûr. Jacques Gossard, Patrick Férine, vous restez avec nous, une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour évoquer quand même le cas d'Émile Fradin, comment lui a vécu quand même, parce qu'il y a une histoire humaine aussi qui a été douloureuse. Comment lui a-t-il vécu toute cette histoire, parce que il en a pris quand même des coups et Patrick Férine nous a dressé son portrait tout à fait au départ de cette affaire. Il avait 16 ans. Et qu'en a été-il? Qu'est-ce qu'il a vécu tout au long de ces années de l'affaire Glosel qui n'est toujours pas terminée? Les aventuriers de l'étrange avec Louis Benedy sur Sud Radio. Il n'y a pas de fumée sans feu, disait mon grand-père, et disent pas mal de gens également. Donc, il y a anguille sous roche ou baleine sous gravillon, comme vous préférez, suivant l'importance de la chose. Nous parlons de Glosel, site d'archéologie, fantastique, étonnant, surprenant, très intéressant, en tout cas passionnant. Jacques Gossard est en notre compagnie, Patrick Férine également, tous deux membres du comité directeur de la revue Kadat. Kadat, ça s'écrit K-A-D-A-T-H. Vous mettez un point, vous mettez BE et vous arrivez sur le site. Comme ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur cette revue qui se consacre aux civilisations disparues et vous y abonnez également le cas échéant. Jacques Gossard, je me tourne vers vous cette fois-ci parce que Patrick Férine a mis le problème sur la table mais n'est pas rentré vraiment dedans. Qu'est-ce qui fait que en France, vous êtes belge, vous pouvez vous lâcher donc, hein, ben je viens de temps en temps, je viens en France pour les vacances. J'aimerais bien ne pas être arrêté à la frontière. Non, mais qu'est-ce qui fait que depuis des années, on n'autorise pas une fouille en bonne et due forme du site de Glosel qui pourrait mettre une bonne fois pour toutes les vrais
vrai problème sur la table et pouvoir y résoudre, tout simplement. Enfin, je veux dire, je suis sûr qu'il y a plein d'archéologues, que ce soit des vieux archéologues ou de jeunes étudiants archéologues, et qui aimeraient bien se pencher sur ce dossier. C'est dû à quoi? Parce que cette affaire date de 1924 quand même. Depuis, la sérénité peut être de mise, non? Eh bien, apparemment, il n'en est rien. Mais Visiblement. vous savez, au départ, nous avons vu qu'il y avait eu deux clans, avec Voilà. d'un côté des gens qui étaient pour et des gens qui étaient contre. Et les gens qui étaient contre, eh bien, dans la plupart des cas, c'était les grands mandarins de l'archéologie française et de l'archéologie en général. Ouais. Et ils étaient contre simplement parce que c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qui bouleversait complètement leur théorie, et qu'il était difficile d'accepter d'abandonner leur théorie, alors que il faut quand même bien le souligner, ceux qui voulaient les bousculer, eux, les grands mandarins, c'était qui? C'était un petit docteur de province qui passait ses dimanches à faire de l'archéologie en amateur, et c'était un jeune paysan à peu près illettré. Donc c'était même pas des confrères, d'illustres confrères, c'était des gens tout à fait inconnus. Oui. Donc ça, ils pouvaient certainement pas l'accepter. Et puis par la suite, Glözel a toujours, je dirais, conservé cette aura un peu sulfureuse. Et dans la plupart des cas, je pense que les archéologues qui aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de Glözel, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que ça fait pas sérieux de s'occuper d'un site dont on sait que c'est certainement un faux, parce que on l'a lu quelque part, parce qu'on l'a lu dans l'ouvrage du professeur Untel. Où on en a entendu parler. Oui, c'est ça. Vous savez, moi j'ai rencontré des archéologues officiels qui avaient pignon sur rue, qui m'ont dit, pour moi Glözel c'est un faux. Je leur ai dit, est-ce que vous avez entendu parler des récentes datations? Ah non. Est-ce que vous êtes allé à Glözel? Non. Voilà, ça dit tout. Ouais. À partir de ce moment-là, ça n'est plus une recherche d'information objective, c'est purement et simplement un parti pris et le désir de ne pas mouiller sa réputation dans une affaire qui éventuellement pourrait vous éclabousser. On peut faire le parallèle, juste, excusez-moi, cette prie. parenthèse, mais on peut faire, ça me fait penser vraiment à un autre dossier que l'on a évoqué dans les Aventuriers de l'étrange, c'est la mémoire de l'eau, les études de Jean-Jacques Benveniste, c'est le même parallèle. Les scientifiques disent, oula, ça a l'air d'être intéressant, mais on n'y touche pas parce que sinon on va se plomber la carrière, quoi. Tout à fait. C'est le même réflexe. Et que ce soit dans n'importe quelle discipline, je crois que le réflexe est le même. Oui. Alors, il y a une, je dirais, une explication officielle au fait qu'on ne veut pas reprendre les fouilles, parce que effectivement, il n'y a plus jamais de fouilles, il n'y a pas eu de fouilles modernes. Il y a simplement eu une mission archéologique qui s'est rendue sur place dans les années 80, qui a fait des espèces de petits sondages, une étude préliminaire, si vous voulez, pour voir si ça valait le coup. Et puis ils sont arrivés à différentes conclusions, plutôt mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas quel est le pourcentage de figues et de raisins, mais en tout cas, c'était pas très encourageant. Et notamment la conclusion finale, c'était que par rapport à ce que l'on pourrait encore apprendre de nouveau sur Glözel, ça valait pas la peine de dépenser beaucoup d'argent. Voilà. Que ça coûterait trop cher par rapport à ce qu'on pouvait en attendre. D'accord. Ça c'est la réponse officielle qu'on reçoit actuellement. Oui. Et puis il y a le fait que c'est malheureux à dire, mais enfin moi je constate, mais je crois qu'on est nombreux à le constater, il y a davantage d'ouverture d'esprit chez les chercheurs anglo-saxons, du monde anglo-saxon en général, mais que sur notre vieux continent, il est assez difficile de faire changer de direction, de cap. Quand une théorie est en place, elle reste bien en place. Et ce qui fait que Patrick parlait tout à l'heure de commissions, de congrès, etc. Mais c'est grâce essentiellement à beaucoup de chercheurs étrangers, et notamment des Américains qui viennent se préoccuper de Glözel. Je trouve quand même que c'est un comble. Bah oui, alors un peu, qu'on a quand même certains spécialistes en France et dans les pays voisins.
Mais voilà, c'est comme ça. Oui. Patrick Férine, parlons un petit peu de ce qu'ont vécu la famille Fradin et Émile Fradin en tête, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être simple tous les jours pour lui. Non, certainement pas. Certainement pas, ni pour toute la famille d'ailleurs. Parce que bon, dans ce pays-là, lorsqu'il arrive quelque chose à une famille, lorsqu'il arrive quelque chose à quelqu'un, ça se sait très vite. Bien sûr, et on acquiert très vite la mauvaise réputation dont parlait Brassens. Oui. Et ce n'est pas bon d'avoir une mauvaise réputation. Alors quand ces messieurs de la ville viennent, quand la police débarque chez vous pour des perquisitions, quand votre nom s'étale dans les journaux, etc., eh bien ça peut ruiner cette bonne réputation d'une famille. Et nous sommes dans le monde paysan, et c'est un monde simple où on dit les choses, tout simplement. Il y a une grande franchise, peut-être un petit peu plus que chez les gens de la ville. Le mode de vie est très différent, évidemment, surtout à l'époque, bien sûr. Oui. Et donc, ce qui va arriver à Émile Fradin et à la famille Fradin, eh bien, ce sont des événements très graves. Et ça va même très loin, puisque ça débouchera sur des procès, sur différents procès. Et ce sont des procès qui ne sont pas menés par n'importe qui, c'est-à-dire que le petit agriculteur, comme on l'a appelé avec beaucoup de dédain dans certains journaux de l'époque, eh bien le petit agriculteur, il est mis au banc de la société par la très puissante société préhistorique française, qui compte le gratin, qui comprend le gratin des épigraphistes, des préhistoriens de l'époque. Oui, les messieurs qui savent. Ce sont des grands noms, ce sont de grands noms. Donc ce sont des gens dont les noms s'étalent dans les journaux en grandes lettres. Et tout ça va tomber sur le dos du petit Émile Fradin et de sa famille, bien entendu, qui sera heureusement bien défendu par des gens de toute bonne foi et pas des moindres. Et les procès, heureusement, les différents procès qui ont eu lieu dans les années 30, eh bien, vont donner raison aux petits paysans de la montagne bourbonnaise face à ces grands messieurs de la Société préhistorique française et autres commissions internationales. Parce qu'il a été accusé d'être un faussaire, finalement. Voilà, tout simplement. On a dit que c'était Émile Fradin, donc 17 ans à l'époque, qui recopiait très maladroitement, avait-on dit, quelques traités de préhistoire du moment ou l'un ou l'autre livre scolaire qu'il avait pu se procurer. Et donc, il faisait tout ça. Il avait son petit atelier dans sa grange, et puis il allait enfouir ça pour berner le brave docteur Morlaix. D'autres ont été plus loin. On a accusé Morlaix d'être le Deus ex machina de l'affaire de Glosel, ou alors peut-être on a peut-être soupçonné une collaboration entre les deux, voire d'autres personnes dont le nom serait resté caché, etc. Oui, il fallait trouver un bouc émissaire, quoi qu'il en soit. Il fallait en trouver un. Et évidemment, ces messieurs venus de Paris, qui ont très rapidement se sont rendus compte que le gisement pouvait leur échapper, eh bien, certains n'ont pas hésité à exercer une vengeance assez basse. Et ça s'est terminé par, je vous dis, des procès très retentissants. Jacques disait tout à l'heure qu'on avait appelé ça la guerre des briques, et ça a été plus loin. On a même parlé à un moment donné de l'affaire Dreyfus de la préhistoire. Ah oui, carrément. Carrément. Alors, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque, évidemment. On est en 1924. Il y a des tas de choses très 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 graves qui se préparent. Et si on parle d'affaire Dreyfus, c'est pas innocemment, évidemment. Oui. Donc c'est allé très très loin. Émile Fradin est décédé à l'heure actuelle. Mais Émile Fradin, que je sache, qu'il est toujours vivant. N'est pas décédé. Voilà, il est toujours vivant. Oui, il a 100 ans. Il a fêté son centenaire cette année-ci. Oui, extraordinaire. Mais c'est un personnage. C'est un personnage tout à fait hors du commun. Et c'est un petit bonhomme, c'est un tout petit bonhomme, mais solide comme un roc, évidemment. Oui. Et c'est quelqu'un de très attachant. Nous avons eu la très grande chance de pouvoir le rencontrer à de très très nombreuses reprises, et ainsi que les membres de sa famille. Et bon, c'est un lieu où on allait avec beaucoup de plaisir et où vraiment
a gardé de grandes amitiés et énormément de très très bons moments se sont passés là-bas. Mais c'est un personnage tout à fait intègre, c'est un personnage tout à fait franc, tout à fait droit, avec ce bon sens paysan dont vous parliez tout à l'heure, qui est tout à fait extraordinaire, quoi. Ouais. Jacques Gossard, dites-nous, en allant là-bas, parce que du coup, j'espère que ça va donner à ceux et celles qui nous écoutent l'envie d'aller faire un tour à Glozelle. Il y a un musée où sont exposés pas mal d'objets, mais c'est un musée privé, donc évidemment. Oui. C'est-à-dire que le musée, en fait, le mot musée va peut-être donner une fausse idée de ce que c'est. Ouais. En fait, c'est une pièce qui a été rajoutée à la ferme, mais c'est une pièce relativement petite dans laquelle on a entassé des vitrines de récupération. Ouais. Et dans ces vitrines de récupération, on a mis des objets. Donc c'est vraiment un petit musée de campagne. Oui, tout à fait. Oui, avec beaucoup de pièces, mais ça reste un musée. Ça reste un musée privé, et puis d'un autre côté, il y a quand même... Mais Patrick en sait peut-être plus sur les aspects légaux de cette affaire, mais il y a quand même, je dirais, une certaine participation officielle dans la gestion du musée. Mais à ma connaissance, Patrick me contredira si je me trompe, ça reste un musée privé, donc les pièces appartiennent toujours à la famille Fradin. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Bon, il est clair que le conseil régional attache à l'heure actuelle beaucoup d'importance au musée et voudrait, c'est un vœu pieux, mais nous en entendons parler depuis une dizaine d'années, voudrait construire un musée plus approprié, qui conviendrait mieux pour recueillir les collections de Glozelle et mieux les mettre en valeur. Mais bon, ça reste du domaine du projet et rien n'est encore fait pour le moment. Ouais. Vous restez avec nous, une toute dernière pause et on va en arriver à la conclusion avec Pierre Massias qui va venir nous rejoindre pour nous conseiller 2 livres, un qui a un rapport avec Glozelle et un autre qui a un rapport avec Jacques Gossard. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on va reparler un petit peu de l'Atlantide. Restez avec nous, à tout de suite sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous allons en arriver à la conclusion sur ce dossier extraordinaire qui concerne l'archéologie fantastique. Ce site qui ne l'est pas moins fantastique dans l'Allier, ça s'appelle Glozelle. C'est pas très loin de Vichy. Et je vous redonne d'ailleurs le site internet pour en savoir un petit peu plus sur ce musée de Glozelle. C'est muséedeglozelle en un seul mot.com. Et là, vous allez avoir toutes les informations. Vous allez pouvoir visualiser cette fameuse écriture, les objets qui ont été découverts là-bas. Et visiblement, d'après ce que nous ont dit mes invités, autant Patrick Férine que Jacques Gossard, il y a encore sous terre énormément d'objets qui restent à découvrir. Avant d'accueillir Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir Louis. Tu vas bien? Ça va. Bon. Donc dans quelques minutes, tu vas nous recommander 2 livres, 2 lectures. Voilà, oui. Mais d'abord, Jacques Gossard, la conclusion concernant Glozelle, sachant que le dossier est loin d'être refermé, évidemment. Oui, la conclusion, c'est d'abord que Glozelle est authentique, de toute façon, et ça pour moi c'est la chose, je dirais, la plus importante, parce qu'on parlait d'Émile Fradin, mais Émile Fradin a vécu toute sa vie, de l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, avec malgré tout cette étiquette de faussaire qu'il a encore pour certains. Et donc, effectivement, si l'on pouvait une bonne fois pour toutes reprendre des fouilles, eh bien, peut-être bien que, à condition de ne pas attendre trop longtemps, évidemment, parce que bon, il a 100 ans maintenant, on pourrait en arriver à lui enlever définitivement cette étiquette. Parce que vous savez, quand vous consultez encore un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation aujourd'hui, vous trouvez toujours sous le titre Glozelle la mention les notions de faussaire, de site qui n'est pas authentique, etc. Et bien sûr tout ça conduit inévitablement à Émile Fradin. Donc, mais de toute façon, je dirais que pour la majorité des gens qui veulent bien être disons objectifs, sans prendre parti ni pour ni contre, Glozelle est authentique et ça c'est déjà une grande chose. Maintenant, c'est vrai que
si ça n'est plus un Glosel préhistorique, ça reste un Glosel bien mystérieux parce que je crois que on l'a compris finalement, les mesures de les datations qui ont été faites et les diverses observations qui ont été faites n'ont pas simplifié le problème, loin de là. Oui, tout à fait. Mais en même temps, ils l'ont rapproché de la réalité peut-être. Donc c'est ça qui est intéressant. Tout à fait, oui. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à cerner davantage cette réalité? Je l'espère, mais ça va être bien compliqué. Patrick Férine, votre conclusion à vous? La mienne est toute simple, elle rejoint celle de Jacques. Il faut fouiller. Il faut absolument que ça se passe et que par exemple le Centre international d'études et de recherche dont je parlais tout à l'heure, Monsieur Germain et ses amis, arrivent à convaincre les autorités françaises qu'il y a un travail à faire parce qu'on se trouve en face d'un gisement original et bigrement intéressant. Et en plus, eh bien, ça mettra, je pense, un point final à cette querelle qui ne dure que depuis trop longtemps. Et rétablira probablement, je pense, je l'espère, l'honneur d'Émile Fradin. Oui, tout à fait. Pierre, 2 livres pour conclure, un sur Glosel et un autre sur un sujet qui intéresse Patrick Férine et Jacques Gossard, mais on en parlera tout à l'heure. D'abord le livre sur Glosel. D'abord bonsoir à nos invités. Bonsoir. Voilà, alors je voulais signaler un livre, c'est La préhistoire chahutée de Joseph Grivel. Qui est d'ailleurs le concepteur et l'administrateur du site du musée de Glosel. Ah d'accord, très bien. Ouais, très joli site, bien fait d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc un livre qui retrace l'historique de 1924 à 1941 de ce qui s'est passé à Glosel, des fouilles, des gens qui sont venus, et qui commence d'ailleurs qui commence en citant le capitaine Joseph Deschelette, qui sort une réédition sort au moment de la découverte de Glosel, son manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. Et ce qu'on trouve à Glosel à ce moment-là semble vouloir remettre en question au moins une partie de ce livre, manuel. De ce qu'il y a dans ce livre. Voilà. Donc, vous connaissez ce livre, j'imagine, Jacques Gossard? Oui, bien oui, sûr, oui. C'est un bouquin, c'est une somme, hein. C'est une somme, c'est un bouquin tout à fait remarquable. Et si je peux me permettre d'ajouter une référence. Bien sûr. Malheureusement, elle est en anglais, mais il s'agit du livre écrit par Alice Gérard, qui s'appelle Glosel Bones of Contention, qu'on peut traduire par Glosel, les ossements, les os de la discorde. Je crois que les gens intéressés n'auront qu'une peine à le trouver sur Internet. C'est à l'heure actuelle le bouquin le plus complet, le mieux construit, le plus méthodique, le plus élaboré, le mieux documenté et très abondamment illustré sur l'affaire de Glosel. Il est paru en 2005, donc c'est tout récent. Oui, on peut le trouver donc sans aucun problème. Redonnez-nous le nom de l'auteur. Donc Alice Gérard. Alice Gérard. Tout simplement. Bien. Tout simplement. Et j'espère qu'un éditeur le traduira en français parce que c'est réellement un bouquin remarquable. Ce serait une bonne chose, effectivement. Pierre, un deuxième livre. Oui, un deuxième livre. Alors là, on quitte le domaine de Glosel. Voilà, on revient sur l'Atlantide que Jacques Gossard connaît bien. Traité récemment. Donc un bouquin tout récent du mois de novembre 2006 de Bernard Sergent, l'Atlantide et la mythologie grecque. Bernard Sergent est chercheur au CNRS et il est auteur de plusieurs ouvrages d'anthropologie historique. Et dans cet ouvrage, donc, il retrace la construction du mythe de l'Atlantide par Platon, en fonction de la mythologie de l'époque, de la société de l'époque, par exemple des pratiques sacrificielles aussi de Grecs. Il reprend tout ce contexte historique et montre comment Platon construit l'Atlantide. Vous connaissiez ce livre, Jacques Gossard? Oui. Ah bah écoutez, et qu'en pensez-vous? C'est un point de vue. C'est un point de vue très intéressant que je ne partage pas. Je ne vais pas refaire l'histoire de l'Atlantide ici. Parce qu'on n'a plus tout à fait le temps. Mais en ce qui me concerne, je me suis expliqué là-dessus. Pour moi, Platon raconte une histoire qui s'est réellement passée. Donc, il raconte des faits historiques qui n'ont
qu'un lointain rapport avec la mythologie grecque. Oui. Mais je conçois évidemment qu'on explore de nouvelles pistes. Oui, tout à fait. Bon. Mais je ne partage pas ce point de vue. Très bien. Les deux livres aux éditions de l'Harmattan. Ah oui, exact, il fallait le citer. Merci en tout cas beaucoup, Patrick Férine. Merci de nous avoir accompagnés sur ce dossier passionnant de Glosel. J'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois dans les Aventuriers de l'étrange, si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Jacques Gossard. Merci de m'avoir accueilli. Eh ben, écoutez, c'était toujours avec grand plaisir. Et puis, à bientôt également pour vous dans les Aventuriers de l'étrange. À bientôt. Merci. Je vous rappelle, vous qui nous écoutez, le site internet où vous pouvez avoir toutes les références concernant cette revue s'appelle Kadat. Donc, le site internet c'est kadat.be, K-A-D-A-T-H. .be. Une revue est éditée régulièrement chaque année. Donc ça s'appelle Chronique des civilisations disparues. C'est consacré aux civilisations disparues. Merci donc à tous les deux et vous qui nous écoutez, j'espère que vous aurez la curiosité d'aller faire un petit tour sur ce site internet pour découvrir cette revue que je vous recommande. Dernière chose enfin, le site du musée de Glosel. Donc c'est musée de Glosel en un seul mot, muséedeglosel.com. Pierre, rien d'autre à rajouter? Impeccable. Parfait. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Beneddi, les aventuriers de l'étrange. Avant de terminer cette émission, une petite référence sur les quelques SMS que nous avons reçus durant l'émission. D'abord, Fred du 81 du Tarn nous dit: ferez-vous un jour une émission sur Rennes-le-Château et la Bessonnière? Eh bien, mon cher Fred, c'est une excellente idée. Nous allons tout de suite prendre notre agenda et mettre Rennes-le-Château au programme d'une émission du tout début de l'année 2007. Un SMS également envoyé hier d'un auditeur nous demandait si on allait faire une émission sur l'astrologie. Eh bien oui, c'est programmé pour tout début janvier 2007 également. Donc voilà, astrologie, Rennes-le-Château et d'autres sujets concernant le paranormal évidemment au programme des prochaines émissions. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit. Les rediffs de Sud Radio vont vous accompagner et quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver samedi et dimanche prochain 22h minuit. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui était au standard et Pierre Massias qui m'aide à la construire comme tous les week-ends. À samedi prochain et passez une bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio.